Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Canal Éducation, bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois sur ce nouveau numéro de l'entretien. Nous avons l'immense plaisir d'avoir comme invité M. Babacar Senghor. Il est professeur d'histoire et de géographie et professeur de lettres également au lycée de Mabo. Bonjour M. Senghor. Bonjour M. Seck. Merci d'avoir accepté cette invitation. À moi de vous remercier. Alors, une petite page d'histoire avant de commencer cette émission. Mabo, faites-nous un peu la géographie donc, de cette localité. Si je ne me trompe pas, c'est du côté de Kaolack. Kaffrine. Kaffrine et Kaolack. Merci M. Seck. Et merci à Canal de l'Éducation, merci au directeur M. Massamba Tchan pour en tout cas cette invitation. C'est un grand honneur pour moi et toute la communauté de Mabo. Que je salue de passage. Je salue aussi la communauté de Ndorong Serer, mon village natal, et aussi de Kaolack. Voilà. C'est le Nukman. Voilà. Voilà. Donc, Mabo est une localité située dans le département de Mbirkilan, dans la région de Kaffrine. C'est donc un arrondissement composé d'une centaine de villages. Donc nous sommes en plein Ndoukoumane. Voilà. En plein situé à environ 250 km de Dakar. De Dakar. Oui. Ouais, c'est loin. En tout cas, merci d'avoir fait ce déplacement vraiment pour l'éducation pour la nation sénégalaise. C'est un plaisir. On va démarrer par une question d'actualité. On vient de recevoir les résultats donc, qui nous sont parvenus de l'Office du bac. C'est bien sûr les résultats du baccalauréat 2025 avec un taux de réussite de 42,85%, contrairement à l'année dernière où on avait un taux de 48,71%. D'abord, un petit commentaire par rapport à ces résultats. Voilà, merci M. Seck d'avoir introduit donc cette émission par l'actualité avec les résultats donc du baccalauréat 2025 où on a constaté donc une baisse des résultats. L'analyse que nous pouvons en faire est que en tout cas la baisse des résultats explique un peu le niveau aussi des élèves qui est en train de baisser et que toutefois accompagner aussi d'autres éléments qui en tout cas fédéraient, expliqueraient en tout cas cette baisse dont il ne s'agit pas seulement du baisse de niveau, mais aussi il y a le désintéressement des parents, la non-implication des parents, le manque de ressources, que ce soit les ressources financières ou insuffisance de durée de ressources financières et de personnel aussi, de ressources humaines. Nous savons tous qu'il y a un manque criard d'enseignants. Tout ça, il y a aussi le manque de formation pour certains enseignants qui doivent faire la formation à distance ou en tout cas leur formation professionnelle adaptée. Donc le baccalauréat, c'est la finalité d'un processus qui va donc du cycle élémentaire jusqu'au lycée. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a autant d'éléments qui expliqueraient cela. Par contre, si nous prenons la région de Kaffrine d'où nous venons, on a noté une légère augmentation donc des résultats qui est passé donc qui est à 36% cette année. Donc on a noté un léger hausse avec aussi un nombre important de mentions, 112 mentions. Je pense que c'est à féliciter et à encourager, en tout cas pour éventuellement au moins essayer de relever le niveau. Comme ça se doit aussi partout au Sénégal, dans toutes les académies, pour au moins arriver à un taux de 50% au moins. C'est ça, au moins 50%, c'est... Voilà, donc c'est ce que nous souhaitons dans les années à venir. Merci en tout cas pour ce petit commentaire donc, des résultats du baccalauréat. Mais nous avons au sujet qui fait aujourd'hui cette émission, c'est que vous êtes père éducateur. Et
expert en protection des droits de l'enfant également. Parlez-nous un peu de ce qu'est la paire éducation, c'est quoi? Voilà, merci M. Sek pour un peu, parce que quand vous dites vous êtes père éducateur, c'est comme si effectivement certains ne comprennent pas le concept de père, ils pensent que c'est père comme papa. Mais ici la père éducation c'est père comme camarade. Voilà, donc comme vous l'avez dit, je suis professeur d'histoire-géographie au lycée de Mabo. Et je suis intéressé à tout ce qui est lié à la protection et aux droits de l'enfant, ce qui m'a poussé à faire une certification donc, en droit et protection de l'enfant avec l'Université de Genève. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, je suis expert en protection et droits de l'enfant. Je suis par ailleurs coach formateur en péréducation, leadership for life, développement personnel, prise de parole en public et tout ce qui est intelligence artificielle. Tout cela au profit donc de la protection et des droits de l'enfant. Si on revient à la notion de péréducation, la péréducation est un concept qui a été en tout cas développé par les acteurs de la santé pour passer des messages, sensibiliser, faire des plaidoyers pour certaines maladies comme le sida, le palu, etc. Et à un certain moment, nous avions repris le concept pour l'adapter à la protection et aux droits de l'enfant, une manière de favoriser surtout la participation des enfants. Comme qui dirait, impliquer les enfants à tout ce qui les concerne, les consulter, parce que d'habitude, on prend les décisions pour les enfants sans eux et parfois même contre eux. Et alors, pour être en phase avec la participation de l'enfant, comme l'évoque la Convention internationale des droits de l'enfant et la Charte africaine des droits et du bien-être, dont la participation est un principe fondamental, on doit donc capaciter les enfants à ce qu'ils portent leur propre plaidoyer, à ce qu'ils fassent des sensibilisations pour ce qui concerne en tout cas les violences dont ils sont victimes. Parce que nous pensons que ce soit les parents, les communautés, les décideurs, ils sont plus sensibles quand les enfants eux-mêmes expriment leur souffrance, leur violence et demandent aussi à ce qu'on respecte leurs droits. Donc c'est ce qui fait qu'on a adopté ce concept pour former des enfants qui, à leur tour, vont former d'autres enfants. C'est la paire éducation. L'éducation par paire. Par paire, ok. Voilà, c'est comme si un système de tutorat. Voilà, un système de tutorat où des enfants, en tout cas, cherchent à influencer positivement leurs camarades. Mais aussi des enfants qui vont porter le plaidoyer auprès des autorités ou des décideurs, mener des campagnes de sensibilisation au niveau des médias, au niveau de la communauté, en tout cas pour un bien-être des enfants. Alors, d'où est-ce qu'est venue cette idée de vous battre pour accompagner cette jeunesse, ces enfants? C'est quoi le constat? Quand j'arrivais à Mabo en 2005 en tant que professeur, j'avais constaté qu'il y avait beaucoup d'abandon scolaire au niveau, en tout cas, du collège. Et ça touchait beaucoup plus aussi les jeunes filles. Et ces abandons étaient pour la plupart liés au mariage d'enfants et aussi à certaines autres violences. Mais surtout le mariage d'enfants. Alors, il était question pour moi de trouver une approche participative et inclusive avec les communautés pour pouvoir vaincre cela. Et du coup, j'ai commencé à, en tout cas, développer des activités et des actions de citoyenneté et de civisme avec les enfants pour d'abord leur montrer qu'ils peuvent, malgré qu'ils sont enfants, être des leaders, qu'ils peuvent, malgré leur jeune âge, être productifs à leur communauté en participant à des activités citoyennes et civiques. Et là, une fois intégré, on pourra quand même après inciter les parents à les accompagner dans d'autres concepts comme la péréducation. En tout cas, c'était l'idée. Et au fil du temps,
J'ai rencontré une organisation qui intervenait dans la zone, si je peux la citer, World Vision, qui avait l'initiative aussi de promouvoir cette participation des enfants et de protéger aussi les enfants. Et comme ça, la collaboration a commencé et nous avons lancé le concept ensemble, la péréducation pour la protection de l'enfant. Et voilà comment, en tout cas, s'est nourrie l'idée. Et on a commencé à s'investir. J'ai essayé aussi de me capaciter dans certains domaines comme la péréducation, le leadership for life, la prise de parole en public, voilà, et tout ce qui pouvait en tout cas stimuler cette volonté de former des leaders capables en tout cas d'être acteurs et moteurs de leur propre avenir. Alors, comment ça a été l'adhésion des populations, des jeunes? Est-ce que ça a été facile? Pas du tout. Au début, c'était très difficile avec une certaine réticence des parents. Les parents, en tout cas, évitaient que leurs enfants soient membres du club, d'ailleurs des péréducateurs qui a été formé. Parce que pour eux, c'était une manière de combattre une pratique très ancrée, déjà, culture, voilà. Surtout. Et pour eux aussi, c'était anti, si je peux mettre ça entre guillemets, anticulturel, parce que pour leur culture, donner en mariage l'enfant à bas âge, c'est quelque chose de normal. C'est d'abord religieux, la religion le recommande pour certains, en donnant l'exemple du prophète avec sa femme Aïcha. Donc, autant de raisons voilà, qui poussaient en tout cas. Et vous savez aussi, quand on est ancré à une tradition ou bien à une culture, c'est très difficile d'être tiré. Donc, ce qui fait qu'au début, c'était très difficile. Mais Dieu a fait que, avec les résultats qu'on a obtenus, parce que avec vous avez pu les convaincre. On a pu les convaincre grâce au leadership donc développé chez les enfants, parce que on a pu quand même avoir une certaine promotion sociale pour certains enfants. Certains parents ont vu leurs enfants aller à la télé, faire des débats. Et pour s'en glorifier, voilà. Certains aussi ont vu leurs enfants changer de comportement par rapport à cette approche. Et finalement, c'est les parents même qui viennent demander à ce que leurs enfants soient intégrés au club, parce que soit ils ont peur que ces enfants soient déroutés ou bien soient donnés en mariage par... ou demandés en mariage par d'autres personnes. Donc pour eux, le club était finalement devenu une zone de protection pour les enfants, un moyen de promotion, un moyen d'éclosion de leur leadership et de leur performance. Et finalement, ils ont compris qu'il y a beaucoup d'avantages en intégrant la péréducation. Effectivement, parce que déjà, on a commencé le concept en 2006. En 2017, un des enfants a voyagé à Bruxelles pour représenter le Sénégal et l'Afrique à un forum international sur les violences faites contre les enfants. Alors que ce qu'on voyait, c'est des enfants du monde urbain que l'on donnait beaucoup plus cette opportunité. Alors quand on voit un enfant né en milieu rural, grandi en milieu rural et qui a cette opportunité de voyager à l'étranger, de représenter toute une communauté, tout un pays, tout un continent et bien se défendre, c'était vraiment un honneur pour ses parents, c'était un honneur pour la communauté de Mabo et aussi tous les enfants voudraient aussi être comme elle. Voilà, donc ça a un peu agité l'appétit des autres enfants à vouloir vraiment être comme elle et voilà. Très bien, très bien. En tout cas, toutes nos félicitations pour ce résumé donc de l'impact que le projet ou bien le concept de la péréducation a eu au niveau de ces jeunes. Mais aussi, parlez-nous donc de la péréducation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres formes de violence que vous combattez, outre que le mariage précoce?
Oui, oui, effectivement, nous combattons toutes les formes de violence dont les enfants sont victimes. Mais en tant que, je disais tout à l'heure qu'en tant qu'acteur de l'éducation, quand j'ai vu que certaines violences plombent l'éducation des enfants, surtout des jeunes filles en milieu rural, parce que vous savez, en milieu rural, il y a cette idée pour certains que la femme doit être soumise. Voilà, l'éducation de la jeune fille n'est pas trop importante et que la finalité pour une fille doit être le mariage. Donc, c'était des stéréotypes à déconstruire quand même pour pouvoir donner l'opportunité à ces enfants-là. Et donc, c'est pas seulement les seules formes de violence, il y a d'autres formes de violence, il y a les viols, il y a le harcèlement, qui est une forme de violence également. Il y a aussi le manque d'état civil qui est aussi un des facteurs d'abandon scolaire. Effectivement, on l'a vu avec le CFE, le BFM, beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'extrait. Effectivement, et pour preuve, l'année dernière, on a eu au lycée de Mabo 2 candidats qui n'ont pas pu faire le bac pour faute d'état civil. Et comment vous y prenez dans ces cas de figure? Bon, on a des partenaires avec qui nous travaillons dans ce sens, au-delà des partenaires locaux comme la collectivité locale, parce qu'à un certain niveau, quand même, la collectivité locale ne peut pas agir seule, mais avec la collectivité locale, avec les agents de la justice, comme le tribunal donc de Kaffrine, et aussi avec le comité départemental de protection de l'enfant, qui est souvent accompagné par l'UNICEF dans le cadre de cette résorption du gap des enfants non déclarés à l'état civil. Tous ces aspects combinés ont permis en tout cas de relever le défi et de réduire le taux. Je rappelle que déjà en 2021, dans le seul département de Birkelane, il y avait 7000 élèves qui n'étaient pas enregistrés à l'état civil. Et en 2022, avec l'appui de l'UNICEF, on a pu enregistrer 2500 enfants et l'année suivante aussi 1250 enfants talibés. Donc, avec aussi les caravanes de sensibilisation, les émissions radio que les pères éducateurs font pour expliquer les parents l'importance de l'état civil, parce que l'état civil aussi entre dans le cadre formel des droits. C'est un droit, comme nous avons l'habitude de le dire, mais un droit qui confère d'autres droits. Certes, il n'y a pas de hiérarchisation en matière de droit, mais un droit peut engendrer un autre, ou bien un droit peut enfreindre un autre. C'est comme j'ai dit, le manque d'état civil peut empêcher l'enfant de bénéficier du droit à l'éducation. Comme aussi l'état civil peut permettre à l'enfant d'être enregistré, d'aller à l'école, de travailler, de voyager, etc. Donc, c'est un droit qui confère d'autres droits. Et si nous revenons aux différentes violences dont vous parliez, nous avons des enfants qui ont été victimes de viols, de harcèlement et tout. Et c'est pour ça que aussi nous faisons des sensibilisations au niveau des écoles sur les violences en milieu scolaire. Et quand on parle de violences en milieu scolaire, ce n'est pas seulement les violences qui se font au sein de l'école, mais tout ce qui est péri- et parascolaire. Tout à fait. Donc, voilà, pour dire que nous combattons toutes les formes de violence. Alors, aujourd'hui, est-ce que le concept de la péréducation se limite uniquement à Mabo, ou c'est vraiment quelque chose qui est au niveau national? Bon, le concept a démarré à Mabo, mais aujourd'hui, le concept est en train de faire des pas. Je dirais même des pas de géant, parce que c'est un concept qui est connu au niveau international. Je parlais tout à l'heure de notre collaboration avec World Vision.
qui au départ même l'avait initié dans tous ces bureaux d'intervention, mais il n'y a qu'à Mabo où il y a en tout cas l'ancrage de ce projet. Et on a pu en tout cas d'abord fonder des bases solides à Mabo pour promouvoir la scolarisation des enfants, la participation, l'autonomisation aussi des jeunes filles, autant en tout cas d'éléments pour favoriser cette... et surtout les performances scolaires. Je rappelle que quand on a adopté ce concept, ça a permis ou ça a renforcé les performances scolaires du lycée de Mabo, parce que en 2016, en lançant le concept, nous étions pratiquement, je peux dire, au bas de l'échelle de l'excellence, mais avec les formations en leadership, développement personnel et autres, ça a renforcé les enfants, ça a éveillé leur potentiel à aller beaucoup plus de l'avant. Et depuis lors, on a vraiment vu nos enfants participer à des concours Miss Math, Miss Science, à aller même jusqu'à représenter l'académie au niveau national. Donc tout ça fait que, en tout cas, comment vous faites par rapport à ces interventions? C'est des cours que vous organisez ou comment vous encadrez? Bon, c'est des formations. On sélectionne une cohorte d'enfants âgés de 12 à 18 ans et on les forme en péréducation. Qu'est-ce que la péréducation? À quoi ça consiste? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? En Leadership for Life. Le Leadership for Life, c'est un concept qui permet de réveiller le potentiel qui dort en l'enfant, pour lui montrer que tout ce que tu peux faire aujourd'hui, tu as le potentiel d'en faire plus. C'est comme une graine d'arachide. Quand vous la décortiquez, vous la tenez dans votre main, vous ne pouvez pas savoir l'impact ou bien les opportunités que cette graine peut offrir. Mais si vous la semez dans une bonne terre, vous l'arrosez et vous prenez bien soin de cette graine, elle peut grandir et donner d'autres graines. C'est ça aussi le Leadership for Life. C'est montrer à l'enfant que tu as un potentiel qui dort. Une fois réveillé, nourri et développé, ça peut accroître tes performances, que ce soit dans le domaine de l'éducation ou bien dans d'autres domaines. Ce qui nous permet au cours de la formation de détecter des enfants qui sont bien en communication. Et là, on les charge à porter le plaidoyer et les sensibilisations. D'autres vont émerger dans le cadre du théâtre, du slam, de la comédie, de la musique, ce qui nous a même amené à produire un single musical dénommé Karange Khaleyi, la protection des enfants. C'est les enfants qui l'ont chanté. C'est les enfants qui ont chanté et World Vision a assuré la production. Et aujourd'hui, ce clip fait le tour du monde auprès des bailleurs et partenaires. Je me rappelle même, on nous avait recommandé à l'époque de faire la chanson avec un artiste de renommée. On nous avait même suggéré Wally Seck, que je salue au passage. Mais j'avais dit que je voudrais que ce soit quelque chose typiquement enfant. C'est ça. Pour les enfants, par les enfants et avec les enfants. L'hymne de l'enfant. Voilà, l'hymne de l'enfant. Donc, et on l'a fait, on l'a réussi. Quand on voulait aussi enregistrer le clip, on nous avait proposé de venir à Dakar pour faire. J'ai dit non, je préfère qu'on tourne ça à Mabo, en plein milieu rural, qu'on montre un peu le cadre. L'originalité, quoi. Voilà, l'originalité et le cadre dans lequel les enfants grandissent pour en tout cas devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Très bien. Voilà. Très bien. Et quelles sont les activités que vous menez concrètement pour lutter contre toutes ces violences, toutes ces formes de violence à l'encontre des enfants? Oui, d'abord, comme je disais tout à l'heure, on sélectionne une cohorte qu'on forme et après les formations, on les spécialise selon leur potentialité, on les répartit selon leur spécialité, qui va faire quoi, qui va faire quoi et qui va faire quoi. Et ensuite, on est souvent
On part souvent en caravane de sensibilisation, pour Ouais. aller dans les villages, Ok. rencontrer les communautés, Ouais. voilà, parler de l'éducation, parler des violences, parler de la masculinité positive, parler de l'autonomisation des femmes. Et en tout cas, toutes ces questions sont abordées. Et après ça aussi, il y a des émissions au niveau des radios communautaires, des émissions télévisées, voilà, des séances de plaidoyer auprès des autorités pour leur dire aidez-nous à passer tel message auprès des décideurs et tout. Voilà, en tout cas, les activités que nous faisons. C'est des activités pérennes. Qui ne se limite pas seulement aussi à Mabo, mais dans tout l'arrondissement et dans tout le département. Aujourd'hui, je peux dire même dans toute la région de Kaffrine, parce que le concept est en train d'être dupliqué dans d'autres zones. Est-ce que vous avez une écoute peut-être attentive du côté des institutionnels pour pouvoir vraiment vous accompagner dans ce projet? Parce qu'on sait que avec le ministère de l'Éducation, ces projets-là sont vraiment les bienvenus, parce qu'il y avait tout récemment un projet qu'on appelait le projet RAP, renforcement pour la protection de l'enfant. Donc je pense que c'est des initiatives qui entrent dans ce sens. Oui, on a certes un écho favorable, mais je dirais tout simplement, c'est comme si on nous suit. On suit ce qu'on fait. On nous encourage, mais il n'y a pas un véritable accompagnement, une véritable implication du ministère de l'Éducation. Oui. J'ai essayé aussi, malgré qu'il y a une certaine collaboration avec la direction du moyen secondaire général. Véritablement, on a beaucoup travaillé avec ce ministère parce que c'est d'ailleurs ce qui nous a valu notre intégration au Global Classroom Project. C'est un projet de collaboration entre des lycées américains et des lycées sénégalais. Alors, le lycée de Mabo a été très brillant dans cette coopération et qui a valu même le déplacement des partenaires américains en mars 2024 au Sénégal pour venir dans le cadre d'un partage d'expérience. Et en septembre aussi, nous avions été invités, j'ai été aux États-Unis avec un responsable du ministère de l'Éducation pour aussi une visite d'échange et de partage d'expérience. Donc, c'est peut-être les résultats de cette péréducation qui nous ont donné une image auprès du ministère de l'Éducation. Mais vu l'impact que le concept a, en tout cas, le ministère doit s'en approprier ou bien s'impliquer et voir comment essayer de véritablement prendre la balle au rebond, parce que c'est à la fois un concept qui promeut la participation des enfants, mais aussi favorise les performances scolaires et surtout le maintien aussi des enfants à l'école. Donc, pour autant d'aspects, je pense que le ministère doit beaucoup plus s'impliquer. Malheureusement, quand tu essaies d'entrer en contact, souvent c'est pas facile. J'ai beau chercher à entrer en contact avec le ministre de l'Éducation pour qu'on essaie en tout cas de discuter par rapport à ce concept que l'on pense en tout cas étendre en projet. Mais bon, c'est pas aussi facile. Bon, on espère que ce sera que cette turbine va vous fera l'occasion. En tout cas, j'avais aussi lancé l'appel en 2021 ici au même canal de l'Éducation et à la RTS aussi. Mais je pense que cette fois-ci, en tout cas, nous aurons un écho favorable du ministre de l'Éducation que je salue au passage. On le souhaite. En tout cas, nous souhaitons une forte implication du ministère. Bon, généralement, on nous dit qu'il faut venir au ministère. Tâche d'huile au niveau donc de toutes les localités, vraiment. Voilà. Parce que ce que je voudrais aussi que les gens comprennent, c'est que au niveau, en tout cas dans les zones en profondeur, dans les zones rurales, il y a certaines approches parfois
que les gens ont besoin en tout cas de promulguer et de pérenniser. C'est ça. Malheureusement, on a une certaine forme d'approche que les Anglais souvent appellent le top-down. C'est de prendre les décisions d'en haut voilà, et de les ramener en bas. faire appliquer en bas. Ouais. Et souvent, ça pose problème. Alors que si c'est le contraire, le bottom-up, avec la construction à la base, et vers le sommet, une fois les décisions prises, ça vraiment peut contribuer à la réussite. Cela fait partie des facteurs bloquants, si je puis m'exprimer, de votre projet. Y en a-t-il d'autres facteurs Bon, peut-être le manque de ressources aussi, et tout ça c'est lié à, parce que, comme j'ai dit, moi, tout à l'heure, j'étais en réunion avec le directeur de World Vision International pour voir comment est-ce qu'on pourrait en tout cas élargir le projet dans les autres bureaux de World Vision, mais aussi dans les autres académies. Et d'abord même, avant même les autres académies, dans les autres établissements de la région de Kaffrine d'abord. Alors, le problème d'abord, c'est un problème de partenariat d'abord. L'autre problème, c'est un problème de ressources. Et alors, quand le ministre de l'Éducation, en collaboration peut-être avec l'organisation Vision Mondiale, collaborait avec peut-être notre expérience, on pourrait quand même arriver à réussir un excellent projet. Et moi, je ne vois pas un projet aussi important pour la jeunesse que la péréducation. D'ailleurs, je m'étais inscrit à une formation sur la gestion de projets internationaux. Mais quand j'ai proposé comme projet la péréducation, l'encadreur, puisqu'il n'y s'y connaît pas, il a voulu m'orienter à faire en tout cas un autre sujet. Je lui ai dit que si j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est la péréducation. J'ai renoncé à un contrat aux États-Unis pour la réussite de ce projet. Ça vous tient à cœur. Ça me tient à cœur. Je pouvais aussi aller faire autre chose parce que j'ai quand même assez d'expérience, ou bien je pouvais essayer au moins chercher à aller au niveau central, mais pour la réussite de ce projet, avec toute l'expérience qu'on a, je pense qu'on ne doit pas laisser, parce que c'est nous jeunes qui devons construire le Sénégal quand même. Et cette notion de fuite des cerveaux, vraiment, c'est à combattre. Et moi, je ne suis pas en tout cas un des jeunes qui pensent que voilà, nous devons croiser les bras pour attendre que les autres viennent construire notre pays. Et pour moi, un tel projet doit être accompagné, ne serait-ce que pour les résultats, mais ne serait-ce aussi pour l'engagement que ces enfants, ces jeunes ont pour leur communauté. Et voilà, si on essaie un peu de faire la mise à l'échelle, ça pourrait avoir une influence positive dans d'autres zones. 2016 à 2025, presque une dizaine d'années, le concept de la péréducation. Est-ce que vous faites un suivi de ces enfants que vous encadrez après le bac et jusqu'à l'université? Qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant? Bon, effectivement, on fait le suivi parce que tous les péréducateurs qui, en tout cas, ont une promotion sociale, ou bien qui réussissent leur scolarité pour aller à l'université ou bien aller à l'extérieur, continuer leurs études, ils continuent à encadrer leurs cadets. Et ils sont toujours membres du club et ils participent même à des rencontres, même si c'est des rencontres virtuelles, ou à des messages, ou bien même représentent le club là où ils sont. Pour preuve, récemment, le 2 juillet passé, on a une de nos jeunes filles qui était chargée de la communication du club des péréducateurs,
avec qui on a fait beaucoup d'activités ici au Sénégal et qui a été admise à l'université à l'université Sciences Po de Paris. Récemment, elle a participé à un atelier au bureau de World Vision, c'est elle, Ndeye Ndiaba Sakho, elle est là. Donc, elle a été au bureau de World Vision France pour plaider la pérennisation du concept. Donc, vous voyez que déjà, elle contribue à la promotion. Elle a aussi été reçue par le président Emmanuel Macron après, donc, 1 ou 2 mois être admis à Sciences Po, de par sa brillance et son éloquence. Elle a été reçue par le président Emmanuel Macron. Voilà, donc je pense que c'est des soutiens. Il y a d'autres enfants qui sont dans d'autres universités en France et ailleurs aussi, comme vous dites, qui nous appuient beaucoup pour l'encadrement. Certains parmi eux qui sont ici au Sénégal sont aujourd'hui des formateurs. Ils m'assistent dans les formations et parfois même c'est eux-mêmes qui vont faire la formation. Parce que comme je l'ai dit, la péréducation, c'est former des enfants qui à leur tour forment d'autres. Et progressivement, voilà, ils deviennent des formateurs certifiés. C'est des relais, quoi. Voilà, des relais en péréducation. Tantôt, vous avez parlé de l'intelligence artificielle dans vos modules. C'est quoi par rapport à la protection? Bon, l'intelligence artificielle, nous l'utilisons dans un sens pour, en tout cas, renforcer notre travail, surtout en cette période où les ressources font défaut. J'ai même en juin passé, j'ai été en Côte d'Ivoire au Forum international francophone de l'évaluation, où j'avais même proposé comme sujet comment l'intelligence artificielle peut renforcer la péréducation pour la protection de l'enfant. C'est une manière de dire comment l'intelligence artificielle peut renforcer la participation des enfants. Aujourd'hui, nous pouvons, avec les enfants, en un temps record, créer un sketch et répartir le rôle grâce à l'intelligence artificielle. Alors que si on devait rester là à chacun réfléchir, qu'est-ce que je dois dire, mais il suffit de créer une thématique, de soumettre ça à l'intelligence artificielle pour lui dire que je veux un sketch de tant de minutes, un scénario de tant de personnes. Voilà, c'est généré. Et là, les rôles sont répartis. Et maintenant, on essaie d'adapter. Aussi, avec l'intelligence artificielle, on peut recenser les zones où il y a beaucoup plus de violence. Et aussi faire des propositions de rémédiation par rapport aux activités qu'on pourrait faire. Les slams aussi que nous faisons, nous faisons des slams que nous proposons peut-être à l'intelligence artificielle pour plus de correction ou plus d'adaptation ou traduction dans une autre langue. Donc, c'est dans ce sens que nous utilisons. Parce que pour certaines, peut-être, pour certaines qui ça nécessiterait peut-être de la consultance. Alors, puisqu'on n'a pas assez de moyens pour payer une consultance, nous nous adaptons à l'intelligence artificielle et là, nous formons les enfants, nous les renforçons à l'utilisation de cette intelligence artificielle, mais dans une certaine mesure. Très bien. Je vous entends depuis le début de l'émission parler de la production de ces enfants, mais il y a des enfants qui sont avec nous, qui sont nés handicapés. Et comment vous les prenez en charge dans ce projet Péréducation? Merci. C'est pour faire de l'inclusion, quoi. Effectivement. Déjà, dans la péréducation, beaucoup pensent que c'est seulement des enfants scolarisés, mais aussi on a des enfants non scolarisés, on a des talibés. Par exemple, chaque année, le club des péréducateurs organise une journée sans mendicité, où on invite tous les daara de Mabo pour partager avec eux toute la journée des repas.
Et on l'a fait dans les différentes communes de l'arrondissement de Mabo. Donc ça, c'est une manière de créer l'inclusion avec les enfants talibés. Mais aussi les personnes handicapées, comme les personnes vivant avec un handicap aussi, ils sont membres d'office et prennent part. J'ai à Koungheul, où on est en train de dupliquer le concept, on a un jeune enfant de 12 ans vivant avec un handicap qu'on a formé en prise de parole. Aujourd'hui, c'est lui le porte-parole. C'est lui qui est chargé de la communication du club pour dire que eux aussi, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place. C'est pas que tel et autre. Ensuite, ces enfants, s'ils voient des enfants qui ont besoin de soutien ou d'accompagnement ou d'appui, ils les recensent et nous informent. Et là, on essaie aussi de trouver des partenaires qui puissent les prendre en charge. À Mabo, l'année dernière, on a fait opérer une jeune fille de 8 ans à 3,5 millions. On a aussi aidé d'autres enfants. Un autre enfant a subi 3 fois une opération de la vessie à 905 000, 350 000, ensuite 250 000. Et on est toujours en train de suivre cet enfant parce que voilà, il avait un véritable problème au niveau de la vessie. Un combat très noble. Oui. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives, les défis qu'il faut vraiment relever? Et toujours, d'abord, avant de venir aux perspectives, toujours dans le cadre de ces interventions-là d'accompagnement, on a des élèves qui sont des cas sociaux qui n'arrivent pas peut-être à se prendre en charge ou que les parents n'arrivent pas à prendre en charge pour leur scolarité, que ce soit les inscriptions ou bien des fournitures scolaires. Là aussi, nous faisons des plaidoyers, des sensibilisations et invitons des partenaires à nous appuyer et pour distribuer des kits scolaires. Voilà, la dernière fois, on a distribué 500 kits scolaires à des élèves. On a aussi distribué des vélos pour permettre aux enfants qui font de longues distances, leur aider à réduire les distances et à les encourager à poursuivre leur scolarité. Donc tout ça, c'est des actions, en tout cas que les péréducateurs ont réussi avec l'appui aussi des partenaires. La construction de toilettes, surtout de toilettes modernes, pour respecter cette intimité entre les garçons et les filles, parce que au niveau de notre établissement, il n'y avait pas de toilettes séparées. Et voilà, mais avec le plaidoyer et l'action des péréducateurs, on a pu véritablement, en tout cas, faire de bonnes choses, faire beaucoup de réalisations. Aujourd'hui, même peut-être, je dirais, on a des partenaires qui ont terminé leur programme, mais avec tous les résultats et tous les acquis, et pas seulement dans le cadre de la protection de l'enfant, mais aussi dans d'autres domaines, on a pu convaincre les bailleurs à, en tout cas, construire un siège pour assurer la durabilité et la pérennisation des acquis. Et un siège bien équipé à hauteur de 29 millions. Donc, il y a l'action surtout aussi des péréducateurs, parce que comme je dis, si je suis connu, c'est grâce à ce concept. Projet, Et voilà, tout ce que j'ai pu devenir aussi, je dirais que c'est grâce à ce concept. Aujourd'hui, je suis expert international en protection et droits de l'enfant. Je suis coach formateur. Et dans l'avenir, vous envisagez quoi comme perspective? Dans le cadre de la péréducation. Oui. Bon, comme perspective, je l'ai dit, je voudrais en tout cas entrer en contact avec le ministère de l'Éducation pour qu'on essaie de voir comment dupliquer ça au niveau, en tout cas, des autres zones, dans le souci, en tout cas,
d'accroître les performances scolaires, de renforcer la participation des enfants et aussi les droits des enfants. Okay. Parce que nous avons déjà fait la capitalisation, donc c'est documenté, mais il nous reste à l'institutionnaliser avec le ministère de l'Éducation ou bien le ministère de la Femme et des Solidarités à travers le bureau de la promotion des droits des enfants. En tout cas, on est tout à fait disponible à accompagner ce projet, que ce soit avec le ministère de l'Éducation ou bien le ministère de la Famille ou bien en tout cas les ministères sectoriels concernés. Également les partenaires techniques et financiers également. Les partenaires aussi, les partenaires aussi. Mais je veux juste dire qu'il faut qu'il y ait un lead. Et je pense, moi, à mon avis, qu'en tant qu'acteur de l'éducation, c'est le ministère de l'Éducation que je mets au premier plan. Donc, ça, c'est en termes de... L'autre perspective aussi, c'est de voir comment approcher l'organisation, en tout cas initiale, World Vision, pour voir comment vulgariser le concept au niveau national, au niveau de toutes les zones. Un message à l'endroit de la jeunesse, surtout aux élèves en classe de 3e qui vont suivre les épreuves du brevet de fin d'études ce 16 juillet demain. Un message. Bon, d'abord... en tant que professeur également. Oui. D'abord les encourager. Très bien placé pour donner mais d'une manière générale, je dirais tout simplement que être jeune, ce n'est pas attendre demain pour agir. C'est ça. C'est commencer dès aujourd'hui. Donc, je demande à ces jeunes de s'engager pour les autres, de défendre les plus vulnérables, d'être des modèles, des références dans leur quartier, dans leur famille, dans leur communauté. La vie de la citoyenneté commence par la solidarité envers les autres et surtout ceux qui en ont besoin. Les enfants, les personnes vivant avec le handicap, les femmes, qui sont les 3 couches les plus vulnérables. Et pour ceux qui font le BFM, je leur souhaite bonne chance et les encourage en tout cas vivement à la concentration et surtout aussi à l'éthique, à la dignité et à la responsabilité. Pour en tout cas leur dire qu'ils évitent la tricherie parce qu'à chaque examen, on entend des cas de fraude, de tricherie. C'est regrettable, vraiment. Voilà, et que c'est pas... La tricherie ne va pas loin. Non. Ça nous mène vers l'échec. Alors, donc, je lance vraiment un appel solennel aux candidats, voilà, d'être beaucoup plus responsables et beaucoup plus vigilants par rapport à ces examens. La responsabilité et la vigilance, tels sont les mots de M. Babacar Senghor, professeur de lettres âgé au lycée de Mabo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un plaisir de discuter avec vous, M. Senghor. À moi de vous remercier, M. Seck. Voilà pour cet honneur que vous m'avez c'est tout à fait normal, vous défendez une cause noble, la protection des enfants. Voilà, et je voudrais vraiment lancer un appel à l'action, un appel solennel, d'abord aux éducateurs comme moi. Je lance un appel à être des éveilleurs de conscience, aux décideurs de faire de la protection de l'enfance une priorité réelle et budgétisée, surtout au niveau des collectivités locales, et aux partenaires de soutenir les actions communautaires portées par les jeunes. Donc je pense que si toutes les synergies sont fédérées, nous pouvons construire un environnement bienveillant, inspirant pour tous les enfants du Sénégal et de l'Afrique. Merci. Merci beaucoup, M. Senghor, que ce message soit entendu vraiment au grand bonheur donc, de toute la population sénégalaise. Mesdames et messieurs, c'était tout pour votre émission L'Entretien qui avait l'immense plaisir de recevoir M. Babacar Senghor, professeur de lettres, histoire et de géographie au lycée de Mabo. Il est expert en protection des droits et de l'enfant. Merci beaucoup, vous qui nous avez suivis. Merci beaucoup à la réalisation Ibou, Pape Djedjou également. Merci à tous ceux qui ont gravité autour donc, de cette émission, la coordination avec Mbaïsi.
On vous donne rendez-vous très prochainement sur un autre numéro de l'entretien. Bonne chance également à tous les candidats au BFM et que la chance vous sourit. Bonne suite de programme sur Canal Éducation, la chaîne de tous les savoirs.